Et dans votre émission à la bonne heure, eh bien, c'est côté jardin aujourd'hui. Bonjour Bertrand. Bonjour Katia. Alors là, c'est magnifique. Vous êtes venu avec beaucoup de plantes, mais alors ça sent l'automne. Ça sent l'automne et on voit les couleurs d'automne, Bertrand. Oui, on va parler des couleurs d'automne parce qu'en ce moment, tous les arbustes, les arbres, même des petites plantes vivaces se mettent aux couleurs d'automne, prennent leur parure d'automne. Donc ça fait on a des tons marrons, des tons rouges, des tons pourpres, des tons jaunes. Et donc on va pouvoir évidemment se régaler. Et puis donc j'en ai amené, c'est vrai, beaucoup aujourd'hui. Là on a été, ah oui, là, le on a été servi là, oui. C'est magnifique, vraiment. Donc on va les passer en revue. Mais avant, si tu le permets, on va faire un petit clin d'œil. Hein. Un petit clin d'œil. Bon allez, ok, on y va. C'est quoi, Bertrand, le clin d'œil? Le clin d'œil, c'est sur la nourriture des schtroumpfs. La salle, c'est pareil, qui est en vérité une plante. Hein, voilà. Une plante qui est assez exceptionnelle et qu'on a été découvrir avec Julie, donc je vous invite à la découvrir aussi. Alors regardez, on y va. Alors là, nous sommes devant une plante que vous connaissez tous, la salsiférae, la fameuse nourriture des schtroumpfs. Alors évidemment, elle porte un véritable nom qui est le smilax. Alors, qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce que les schtroumpfs cherchaient dans la salsiférae? En fait, c'était les jeunes pousses. Hein. Les toutes petites pousses sont comestibles. Après, je vous garantis que c'est plutôt coriace et très épineux. Hein. Alors, la magie chez cette plante réside dans les barbules. C'est-à-dire qu'elle s'attache grâce à des petites spirales. Et quand on analyse ces fameuses spirales, hein, ce qu'on appelle des barbules, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont composées des mêmes filaments qui composent une plume d'oiseau. Il y a donc une relation directe entre l'oiseau et la plante. Voilà. Alors Bertrand, quel est le rapport entre la plante et l'oiseau? On l'a vu dans le reportage, en fait, la plante s'accroche avec des petites barbules, c'est des petites vrilles. Hein. Et quand on a analysé ces barbules, eh bien, on s'est aperçu que c'est les mêmes fibres qui composent les plumes d'oiseaux. Voilà, donc c'était assez simple, vu que ça s'appelle le smilax, hein, la salle c'est pareil, de dire il est libre smilax, il y en a même qui l'ont vu voler. Hein, puisque, il est libre, voilà. Max. Alors on revient donc aux couleurs, aux plantes d'automne et surtout aux couleurs d'automne. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que vous en avez une variété assez impressionnante sur la table. Racontez-nous l'histoire de Alors la première chose à savoir, c'est que bien évidemment, c'est une perte de chlorophylle, hein, toutes ces couleurs qui arrivent sur la plante. Alors on peut expliquer ça, je vais mettre le petit érable du Japon sur la table pour expliquer un petit peu comment ça se passe, ce phénomène. Donc la plante, bien évidemment, puise l'eau du sol. Hein, et quand cette première eau qui est chargée de minéraux arrive dans les vaisseaux, eh bien c'est de la sève brute, c'est-à-dire qu'elle est encore pleine de toxines. Il va falloir que cette sève soit capable de nourrir la plante. Donc elle monte. Hein, c'est une sève ascendante et donc elle vient dans les feuilles. Et tu sais bien, on a appris tous ça à l'école, la feuille évidemment fait une photosynthèse. Hein, c'est-à-dire qu'elle va absorber le gaz carbonique qu'il y a dans l'air, elle le combine à la sève brute dont je viens de parler, et ça devient de la sève élaborée grâce à la feuille. Et cette sève élaborée redescend par d'autres vaisseaux dans la plante pour la nourrir. Hein, on appelle ça de la sève élaborée. Et alors, ce qui se passe en ce moment, très simplement, eh bien, c'est que les périodes de jour raccourcissent, les périodes de nuit augmentent, et donc il y a une perte complète de chlorophylle sur les végétaux qui sont caducs, bien évidemment, parce que les persistants vont continuer d'avoir une végétation pendant l'hiver. Et donc, la feuille va mourir petit à petit, mais avant de mourir, eh bien, elle va se colorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Et donc là, on n'a que des végétaux qui sont en train, qui pendant les 2 mois qui viennent là, vont se colorer, vont prendre tout un tas de couleurs merveilleuses. Quoi. Bertrand, ça veut dire qu'à partir du moment où la couleur des feuilles change, c'est que la feuille va tomber. C'est bien souvent oui, la pas feuille va tomber. Oui, c'est pratiquement systématique. Oui, c'est qu'elle est en train de mourir en fait. Hein. Mais avant de mourir, vraiment, elle se part de superbes couleurs. Alors par quoi on peut commencer? Par le bronze. Hein. Donc là, j'ai un liriodendron tulipifera. Alors si tu regardes la feuille, regarde, on croirait presque qu'en la rassemblant, on pourrait former une tulipe. Hein. Alors c'est une plante qui appartient à la famille des Magnoliaceae, donc qui au printemps va faire des belles petites tulipes jaunes dans l'arbre et qui à l'automne se couvre de bronze. Hein. On a un arbre complètement bronze pendant ça dure un bon mois. Hein. C'est très joli. Le Parosia persica qui est là. Pour Silver, oui, je la lève un petit peu, voilà. Alors lui, il a plein de particularités. Déjà, il vient de Perse, hein, donc la Perse, c'est l'Iran. Tu vois, il tourne au rouge. Là, on a un petit peu de rouge, mais après, il va devenir jaune. Et il va carrément se strier de jaune et de rouge. Hein. C'est un arbre qui est absolument superbe. Et alors, quand il va perdre ses feuilles,
son écorce est décorative. C'est-à-dire qu'au départ, quand il est en feuillage, on voit pas l'écorce. Et quand les feuilles tombent, d'un seul coup, on voit toute l'écorce qui est décorative, et un peu comme le platane, ça fait des squames orange, des squames marron clair, marron foncé, c'est sublime. Même son tronc est superbe. Et en plus, au mois de février, eh bien, il va se couvrir de fleurs rouges, mais sur le bois nu. C'est-à-dire que tu as des branches complètement nues, avec tout un tas de petites fleurs rouges, comme ça, en plein mois de février. Donc, ça s'appelle le Parosia persica. Un arbre qui est absolument magnifique. Un arbre un petit peu plus connu, c'est le Forsythia, qui fait des fleurs jaunes au printemps. Eh bien, en ce moment, je vais le reposer, voilà. En ce moment, eh ben, il se teinte d'une petite teinte rouge, qui est absolument magique. Et alors, dans ces teintes rouges, il y a une autre formule aussi, c'est que quand le soleil passe à travers le matin, ça devient orange, c'est-à-dire que le rouge, par exemple, sur ce viburnum que j'ai apporté là, on le voit rouge ici devant nous, mais si on laissait la lumière transparaître, ça devient carrément orange. T'as des reflets tout orange dessus, c'est superbe. Alors, un petit peu plus connu, le liquide ambar, qu'on appelle le copalme, qui est ici. Alors, je le touche à chaque fois pour que le caméraman puisse après faire un gros plan dessus, je le repose, voilà, qui lui est complètement rouge. Et donc, le liquide ambar a une particularité, quand il est placé plus ou moins près d'un plan d'eau, sa couleur d'automne va changer. C'est-à-dire que plus le sol est sec, plus il va tourner au rouge, plus le sol est humide, plus il va tourner au jaune, alors que c'est exactement le même arbre. C'est simplement une réaction à l'humidité qu'il y a dans le sol. Mais alors, les arbres que vous nous avez présentés là, on les trouve très fréquemment en Normandie, dans nos forêts? Ah, il y en a partout. Il y en a partout, oui. Alors, c'est vrai que beaucoup viennent de Chine, du Japon, des États-Unis. Donc, il faut bien évidemment les intégrer au jardin. C'est-à-dire que bien souvent, on les achète en pépinière et puis on les met. Mais dans les vieux jardins, bien sûr, on a tout ce genre de végétaux dans les vieux jardins normands, on en trouve. Alors, regarde celui-là. Absolument magique. La couleur est superbe. C'est le fusain ailé, voilà. Nous sommes au début de l'automne. Oui. Donc ça veut dire que les couleurs vont encore évoluer dans les semaines à venir. Alors lui, il reste rouge vif comme ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il est superbe, c'est le Evonimus alatus, donc le fusain ailé. Alors pourquoi j'ai cité son nom latin? Parce que si Silver peut faire un gros plan sur le bois forme un petit liège qui forme des ailes. C'est pour ça qu'on l'appelle le fusain ailé. Alatus, c'est tout simplement aile en latin. Alors, le ginkgo biloba, qui est très connu. Alors, ginkgo biloba, pourquoi biloba? Ça, j'aime bien le faire voir, voilà. C'est parce que, en fait, la feuille a 2 lobes. Donc, biloba a 2 lobes. Parce qu'à chaque fois, le latin, on dit c'est compliqué, c'est faux. Il suffit d'observer. Et ensuite, vu que les noms latins des plantes ont été donnés grâce à l'observation, on sait de quoi il s'agit. Alors, le ginkgo biloba, il a résisté à Nagasaki, il a résisté à Hiroshima. C'est un arbre qui a été fossilisé, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé, il était là déjà du temps des dinosaures, pardon. Et c'est un arbre extraordinaire parce qu'il pond des œufs. L'arbre pond des œufs. Voilà. D'accord. Alors là, Bertrand, tu vas me développer ça tout de suite. Oui, parce qu'il a une façon de se reproduire qui est assez bizarre. Il est dioïque déjà, ce qui veut dire qu'il y a des pieds mâles d'un côté et des pieds femelles de l'autre. Donc, il faut vraiment à chaque fois un pied mâle et un pied femelle pour avoir des fruits. La femelle fait des petites boules avec une amande à l'intérieur et elle laisse tomber ses fruits au sol. Et là, à ce moment-là, le vent vient prendre le pollen du pied mâle et l'emmène sur le sol. Et c'est grâce à l'humidité qu'il va y avoir que tout va se féconder, que le fruit va être fécondé sur le sol. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il tombe, il n'est pas fécondé, il sera fécondé que par la suite. C'est pour ça qu'on dit que c'est un arbre qui pond des œufs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a un végétal, c'est le cornouiller. Le cornouiller qui à la fois a un feuillage jaune pâle et un bois décoratif. Alors tous les cornouillers font des bois comme ça décoratifs absolument splendides. On a toute la série des Cornus alba, stolonifera, font des bois jaunes, des bois rouges, des bois verts. Et donc le cornouiller, il a une petite particularité quand tu le rencontres en forêt, parce que évidemment dans les bocagères normandes, il y a des cornouillers. C'est que pour le reconnaître, alors j'espère que ça va marcher. C'est pas parce qu'on est à la télé, voilà. Hop. Oui, ça marche quand même, voilà. Tu le reconnais comme ça quand tu te balades avec les gens pour savoir si c'est véritablement un cornouiller. Tu peux déchirer la feuille en deux et les petits filaments vont tenir la deuxième partie. La feuille va jamais tomber. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît quand on se balade en forêt. Et ça s'appelle C'est un cornouiller. Cornouiller. Et donc le Cornus mas, le cornouiller mâle des haies bocagères, fait ce qu'on appelle la cerise normande. C'est-à-dire que c'est une petite cornouille. Donc c'est un petit fruit qu'on a oublié, une baie, mais qui est tout à fait comestible, une petite baie rouge que tu peux consommer en fin de printemps. Et qui a le goût de la cerise ou pas forcément? C'est un petit peu plus amer quand même. Oui, c'est un petit peu plus amer. Alors là, puisqu'on est à l'automne, on a aussi les fruits décoratifs. Donc là, on a le Calicarpa. Regarde si c'est splendide. J'ai toujours été fasciné par les couleurs de la nature comme ça. Des petites billes turquoises.
C'est vrai qu'on se demande qui est venu inventer ça, parce que on se pose toujours des questions, mais alors là, c'est absolument splendide. Ça, c'est décoratif. Alors, il y a beaucoup de végétaux à fruits décoratifs. J'ai derrière moi, d'ailleurs, D'autre côté. Voilà, le Malus Everest, qui est un petit pommier qui fait des fleurs blanches au printemps et qui ensuite va se parer de petites pommes rouges pendant tout l'hiver. Donc dans le jardin, pendant tout l'hiver, eh bien on a ce petit pommier avec toutes les pommes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, l'arbre à perruque. Là, pareil, encore une originalité. L'arbre à perruque, là, j'ai pris feuillage pourpre exprès, mais il y a un feuillage vert qui devient rouge aussi à l'automne. Celui-ci est pourpre, mais tu vois, il est complètement marginé de rouge. En ce moment, il est splendide. Et pourquoi l'arbre aux perruques? Parce que quand il fleurit, eh bien, il fait des espèces comme des cheveux un peu. Toutes les fleurs sont minuscules et sont toutes regroupées comme une espèce de perruque sur la plante. Donc, on a appelé ça l'arbre à perruque. Voilà. D'accord. Alors c'est Cotinus coggigria. Ça c'est le nom savant, ça. Le nom savant. Et là, donc ça, c'est le dernier. Alors là, tu tiens le Photinia. Alors j'ai apporté aussi des arbustes persistants, c'est-à-dire que lui, il va garder toutes ses feuilles pendant l'hiver, mais en ce moment, eh bien, il se part de feuilles rouges en bout de branche, c'est-à-dire que ses feuilles du bas sont vertes et celles du haut sont rouges. Donc tu as carrément 2 couleurs pendant tout l'hiver sur un végétal, parce que lui est persistant, mais il méritait aussi le détour, il méritait qu'on en dise un mot. Ouais, il est superbe. Bertrand, tu as fait le tour là de toutes les plantes que tu nous as apportées? Pratiquement, oui, parce que alors évidemment les érables. Tu as à côté de toi le boule de neige, Viburnum opulus, qui est très joli, voilà. Sur la petite table là-bas, il y a la mélanquier, un mélanquier du Canada qui est très joli, et puis évidemment à côté de moi les acers palmatum, alors qui sont des petits érables qui adorent la terre de bruyère, et puis qui méritent quand même d'être un peu protégés, d'être plantés dans des endroits très protégés du jardin. Bon, eh bien, nous avons fait le tour de toutes ces plantes automnales, Bertrand, avec les couleurs magnifiques. Alors, j'ai une question, Bertrand, d'un de nos téléspectateurs, qui est d'ailleurs une téléspectatrice, qui s'appelle Elga. Alors, je vais te lire la question. Bonjour, déjà. Depuis quelques semaines, nous avons dans notre pelouse un phénomène bizarre. Il s'agit de plaques gélatineuses assez épaisses, de couleur vert-noir. Alors, par temps humide, eh bien, il est dangereux de marcher sur la pelouse car les plaques sont très très glissantes, et quand il fait sec, eh bien cette masse devient une fine pellicule noire friable, qui est facile à enlever d'ailleurs, mais une fois qu'on l'a enlevée, eh ben la pelouse reste nue et il n'y a plus rien qui pousse. Alors cette dame nous dit, Elga nous dit qu'elle a entendu quelqu'un parler du crachat du diable. Oui. Oui. Alors les premières analyses qui ont été faites dessus sur cette algue, c'est une algue gélatineuse qui pousse sur les gazons, mais aussi dans les allées. C'est tout simplement suite au passage de produits. C'est-à-dire que même si chez elle n'a pas vraiment beaucoup traité, sa terre avait peut-être été traitée auparavant, elle l'a fait devenir. Et donc à cause des produits de traitement, on retrouve des algues comme ça dans les pelouses. Alors première chose, oui, ça s'appelle le crachat du diable. Oui, non, mais ça veut dire que en fait la nature a réagi en fonction du produit, oui, des produits toxiques qu'on lui avait infligés, oui, et ce qui donne ces espèces de plaques qu'on appelle le crachat du diable. Exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on injecte toujours la même molécule dans le sol à la nature, eh bien la nature a une réaction comme ça à chaque fois de défense, ou alors ce qui provoque l'arrivée d'algues à la place du gazon. Ça paraît invraisemblable et pourtant ça arrive très souvent. Alors, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle gratte sa gélatine. Et surtout qu'elle apporte de la chaux. Parce que ce genre de choses arrive quand les sols sont compacts, très humides, et surtout quand le sol s'est acidifié avec le temps. Donc elle va gratter toutes ces parties-là, elle va apporter de la chaux, ce qui va faire remonter le pH du sol, bien évidemment, et normalement elle va arriver au bout de quelques mois à ressemer du gazon qui va prendre le dessus sur la gélatine. Et elle peut faire ça en plein, là, à l'automne et en hiver, il y a pas de période. Je lui conseillerais quand même d'attendre la fin du mois de février. Faut attendre que le soleil commence à reprendre un peu de force avant de ressemer du gazon. C'est vrai que maintenant on fait des gazons qui sont pratiquement capables de lever en plein hiver, mais vaut mieux quand même attendre février pour faire ce genre de choses. Mais faut pas qu'elle s'inquiète, avec de la chaux elle va arriver à rétablir une terre saine, on va dire. Oui. D'où l'intérêt, Bertrand, d'employer des pesticides. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, non, mais tu as raison. De ne pas employer de pesticides. De ne pas employer de pesticides. Oh. Oui. Et surtout d'utiliser des produits biologiques quand on le peut. Voilà, les produits bio. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est très facile à comprendre. Quand tu fais un purin d'ortie,
tu vas traiter avec ton purin d'ortie. Eh bien, tu injectes une molécule que la nature connaît. La nature connaît l'ortie. Par contre, quand tu injectes une molécule complètement inconnue à la nature, tu ne sais pas après où part cette molécule et comment ça va réagir. D'ailleurs, Bertrand, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine émission, si tu veux bien. Ah oui, on pourra faire sur les produits bio. Bon, oui. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'être resté avec nous. On se donne rendez-vous demain avec Michel Onfray qui va vous parler de l'Université populaire. Très belle soirée à vous. À demain. Ciao.